merci d'être au rendez-vous de Défense, votre magazine consacré à l'actualité stratégique et militaire. Cette semaine, on vous emmène à la première conférence conjointe des agences de sécurité israéliennes. Sécurité privée, civile, gouvernementale, les professionnels du milieu se rencontrent. Focus également sur une start-up de reconnaissance faciale dans laquelle l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a beaucoup investi. Vous verrez pourquoi. C'est parti pour Défense. Et je vous le disais, c'est une première en Israël. L'ensemble des services concernés de près ou de loin par la sécurité du pays se sont réunis dans une même pièce pour parler coordination. Il s'agit de lutter plus efficacement contre les menaces intérieures ou extérieures. C'est un reportage signé Mathias Inbar. On le retrouve dans un instant. Services de police, officiers de l'armée israélienne et agents des services de sécurité intérieure réunis autour d'un seul thème. Comment assurer ensemble la sécurité d'un État ? Le premier congrès du genre en Israël. Je dois vous dire que c'était plus excitant d'avoir été le chef de la police de Tel Aviv ou chef des commandos de la police que député. Plus sérieusement, je suis fier aujourd'hui de réunir pour la première fois tous les acteurs de la vie sécuritaire pour un seul et même objectif. Au-delà des mots, il y a des faits. Et à l'instar de ce qui peut se passer en France entre les unités de police et les renseignements intérieurs, il existe en Israël une rétention d'informations entre les services. Israël n'a pas de conception sécuritaire nationale. Il faut imposer un régulateur, non pas en temps de crise, mais au niveau du quotidien. Résultat, chacun fait ce qu'il veut. Chaque service prend une décision en fonction de ce qui lui semble bon et non de ce que le pays a réellement besoin. Même si des mesures ont été prises pour que les services de sécurité opèrent ensemble, après l'enlèvement et le meurtre des 3 adolescents israéliens en juin dernier, un agent du Shabak doit siéger en permanence dans les centres de crise de la police. La police a besoin de tous les services qui peuvent aider, non pas via le téléphone, mais à ses côtés. C'est donc ce qui se passe aujourd'hui. On retrouve dans un même centre de crise des policiers, des agents du renseignement intérieur et des militaires. On ne peut plus se permettre de perdre une information en temps réel. Alors qu'il s'agisse de menaces physiques ou cybernétiques, la même question se pose. Qui est responsable ? Ce qui, face à la globalisation du terrorisme, du Hezbollah à l'État islamique, pose un problème de fond. Au-delà des menaces air, mer, terre que nous font peser des organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, nous sommes confrontés à l'État islamique et ses éléments étrangers qui participent au djihad et qui rentrent chez eux surentraînés. C'était le cas pour Charlie Hebdo, à Bruxelles et au Danemark. Cela pourrait l'être également avec un éventuel retour des Arabes israéliens de Syrie et d'Irak. D'où l'intérêt de coopérer pour toutes ces forces de sécurité. Mathias Inbar, on l'a vu dans votre reportage, c'est le premier événement du genre. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a des leçons à tirer du passé. Et Israël, au vu et au su de tous les conflits auxquels Israël a été confronté, eh bien à chaque fois, il s'agit de retenir les leçons. Les leçons, j'en parle notamment dans ce reportage, de l'enlèvement de ces 3 adolescents israéliens, enlevés le 12 juin dernier. Comment ça s'est passé ? Un appel de ces adolescents vers la police. La police enquête dans la région du Gush Etzion, l'armée tente de se déployer dans une autre zone, et puis les renseignements intérieurs, le Shin Bet, le Shabak donc, est au téléphone. Et ça, Israël n'en veut plus parce qu'on ne règle pas... Il y a un problème de coordination entre tous ces services. On ne peut pas réagir en temps de crise au téléphone. Cela n'est pas possible. On ne peut pas réagir en temps de crise, mais on ne peut pas non plus régler la question sécuritaire au quotidien. Voilà pourquoi Oded Raz, le chef des opérations du Shabak, l'ancien chef des opérations du Shabak, dit qu'il faut une doctrine sécuritaire et non plus une doctrine que de défense. Quand on dit une doctrine de défense, c'est quoi ? Eh bien, il y a un Premier ministre, c'est surtout gouvernemental. Il y a un Premier ministre, il y a un ministre de la Défense, il y a un ministre de la Sécurité intérieure. Et qui doit définir cette doctrine ? Eh bien, cette doctrine, qui doit la définir ? Ce sont les agents au sol, ce sont les agents effectifs, et ça ne se passe plus au niveau du gouvernement. Parce que, en temps de crise, c'est presque plus facile de gérer un événement. Chacun sait ce qu'il a à faire. Le Shabak a les renseignements, doit les donner à la police ou à l'armée, chacun opère. Or, au quotidien, si les citoyens veulent se sentir en sécurité, il faut que chacun également, au quotidien, sache exactement ce qu'ils ont à faire. Et ils ne veulent plus, et je vais en parler, j'imagine que vous allez me poser la question, cette lutte des égos.
Alors justement, parlons-en de cette lutte des égos. On en discutait hors antenne, elle se ressentait même dans les coulisses de l'événement, dans la façon dont était disposée chaque unité finalement. Ah oui, c'est assez remarquable, Daniel. Quand on rentre dans cette salle, il y a le carré militaire, l'unité notamment 8200 des renseignements militaires. Il y a le carré de la police et puis le carré des agents opérants du Shabak. Et lorsque vous allez, je ne sais pas si on peut retrouver l'image de fin de ce panel-là, eh bien, il y a Shlomo Aharonishki, qui est l'ancien commandant de la police israélienne, à côté de Oded Raz. Il faut savoir que les deux ne se supportent pas. Ils ont été opérants au même moment, l'un et l'autre. C'est à peine s'ils se sont dit bonjour. Et au Proche-Orient, en plus avec les égos, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas du tout. Et comment ça se ressent sur le terrain, cette lutte des égos? J'imagine que ça entrave l'efficacité de ces différents services. Comment est-ce que les tâches se répartissent? Qui sont les plus frustrés? Ça a pu entraver dans le passé, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Le chef des opérations de la police l'a dit, aujourd'hui l'objectif c'est de vraiment coopérer ensemble. Qui sont les plus frustrés? On peut l'imaginer, ce sont les policiers, tout simplement parce que l'armée a une tâche opérante, notamment dans les territoires disputés de Cisjordanie. Le Shabak, c'est exactement ce qu'il a à faire et finalement la police est entre deux chaises, entre la volonté d'assurer la sécurité mais également de lutter, parce que c'est la tâche de la police aussi, contre les criminels aussi. Alors justement, parlons-en de cette lutte contre la criminalité. C'est là que la coordination entre les différents services peut être clé. Complètement. Aujourd'hui, les organisations mafieuses, il y a eu un coup de filet magistral hier contre les milieux mafieux, contre les familles Rosenstein et Abergel. 50 opérants dans les familles mafieuses ont été arrêtés. Pourquoi le Shabak peut intervenir? Parce que non seulement les familles Abergel et Rosenstein ont des filiales ou ont des collaborateurs aux États-Unis et en Europe, et donc on parle de rapport international de cette entreprise mafieuse, et surtout aujourd'hui les organisations mafieuses sont considérées par Israël, par les médias israéliens, comme en ce terme, organisation mafieuse terroriste. N'oubliez pas que, ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, l'un des cadres qui s'oppose à la famille Abergel a voulu utiliser une voiture piégée pour faire sauter quasiment un immeuble à l'intérieur duquel se trouvaient les frères Abergel. On n'est plus dans une opération mafieuse à la Don Corleone où tout se règle avec un 6 coups. On est là face à des organisations criminelles, mafieuses et terroristes, et c'est pour ça que le Shabak peut intervenir avec la police. Et d'où l'importance de cet événement qui a mis l'accent, on l'a vu, sur la coordination. Merci beaucoup Mathias Inbar pour cette analyse. La reconnaissance faciale au service de la sécurité, c'est le concept au cœur d'une start-up israélienne qui compte parmi ses clients essentiellement des gouvernements et des sociétés. Une start-up qui bénéficie, vous allez le voir, d'une recrue de taille. L'ancien Premier ministre et ministre de la Défense, Ehud Barak, reportage Maxime Pérez. La révolution se nomme FST Biometrics, une start-up israélienne qui, comme son nom l'indique, permet d'identifier une personne à travers ses caractéristiques physiques ou même les mouvements de son corps. Pour cette entreprise fondée en 2007, l'avenir ne passe plus par les empreintes digitales, mais par la reconnaissance faciale. Illustration avec cette caméra biométrique capable de scanner à distance n'importe quel individu. Si ce dernier est connu du système, la porte s'ouvre. Le marché est sans limite parce qu'il représente un potentiel partout où il est nécessaire d'identifier une personne. Cela commence par l'accès à des bureaux, contrôler des gens qui rentrent et qui sortent. C'est un besoin constant dans le monde de l'entreprise. Un marché prolifique et attrayant. La start-up est très bien implantée sur le continent américain et elle vient d'obtenir les faveurs du fonds d'investissement GMF. Son patron, le milliardaire suisse Gary Fagel, a autorisé l'injection de 15 millions de dollars. Autre renfort de poids pour FST Biometrics, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, qui intègre le comité exécutif de l'entreprise. Il retrouvera une vieille connaissance de l'état-major de Tzahal, le général Aaron Zevi Farkash, le fondateur de FST Biometrics. Il y a un besoin de sécurité dans les grandes métropoles et ce besoin doit intervenir de manière préventive. Il y a aussi une interaction entre ce besoin de sécurité contre le terrorisme et de sécurité face au crime. Voilà où se trouve notre marché, voilà pourquoi, selon moi, nous devons développer des systèmes d'identification en mouvement.
Et pour Zeevi Farkash, le défi s'inscrit dans le futur. D'ici 2045, 6,5 milliards de terriens vivront à l'intérieur des villes. Par conséquent, le monde de la sécurité doit s'adapter à cette réalité. Mon objectif, c'est la sécurité non contraignante. Nous ne voulons pas ralentir le rythme du quotidien au XXIe siècle. Les gens vont à leur travail et il peut arriver que 20 000 personnes pénètrent dans un même bâtiment ou dans un complexe. Ce flux ne peut pas être traité par une seule lentille optique, mais il peut être traité par un processus d'identification émotionnelle. FST Biometrics, une technologie israélienne unique au monde, et sans doute bientôt une référence pour de très nombreuses entreprises et institutions. Maxime Perez, on vous retrouve dans ce reportage que vous avez réalisé. Le directeur de la start-up Aaron Zeevi Farkash s'avère être l'ancien commandant des renseignements militaires. Vous l'avez interrogé au sujet des tensions à la frontière nord. On l'écoute. Je ne vois aucun scénario classique de guerre à venir dans le nord, ni de Syrie, ni du Liban. Car il n'y a pas de menace de l'armée syrienne. L'armée syrienne n'existe plus. Entre 40 et 60% de cette armée a été détruite. De nombreux missiles stratégiques qui étaient en leur possession, comme des missiles sol-sol, des missiles anti-tanks et des missiles sol-air, ont également été détruits. La menace est donc désormais complètement différente. Et le Hezbollah semble gagner du terrain à la frontière avec la Syrie. C'est du moins ce qu'a affirmé cette semaine son chef Hassan Nasrallah lors d'un discours télévisé qui a également été l'occasion de faire taire les rumeurs sur son état de santé. Selon lui, les forces du Hezbollah, qui je vous le rappelle sont alliés de Bachar el-Assad, ont repoussé les rebelles de la majeure partie de la région de Kalamoun, cette zone frontalière montagneuse. On en parle avec vous de cette bataille de Kalamoun, Maxime Perez. D'un point de vue stratégique, quelle est l'importance de Kalamoun? Alors c'est une région qui est située à cheval entre le Liban et la Syrie. C'est une voie de contrebande, à la fois pour permettre au Hezbollah de passer des combattants vers la Syrie et aussi pour acheminer des armes depuis la Syrie vers le Liban, vers le sud Liban en particulier. Donc cette région elle est absolument stratégique pour le Hezbollah et à l'inverse, la rébellion syrienne s'en sert pour justement couper cette voie d'approvisionnement, couper ce cordon ombilical et surtout exercer une capacité une force de nuisance sur les villages frontaliers libanais pour essayer d'attirer le Liban dans ce conflit syrien. Alors on vient de voir Hassan Nasrallah vanter les succès du Hezbollah. Est-ce qu'elle est réelle, cette avancée du mouvement ? Alors on en est à peu près à 15 semaines de bataille. Le Hezbollah prétend avoir pris le contrôle de 80% de cette région du Kalamoun, mais il faut dire que cette action du Hezbollah, elle s'est effectuée parallèlement à un retrait des rebelles qui se sont réfugiés plus dans le nord du Kalamoun, dans la région de Hersal, qui est littéralement en territoire libanais. Donc c'est ce qui explique cette percée du Hezbollah. Et en même temps, c'est une région montagneuse où il est très difficile d'occuper de manière prolongée une zone. Donc on est a priori plus parti dans une guerre d'usure entre les djihadistes et le Hezbollah. Il n'est pas dit que le Hezbollah garde très longtemps le contrôle de cette région montagneuse. Et dans cette guerre d'usure, l'équilibre fragile, politique et confessionnel au Liban peut peser, Maxime. Oui, avant on parlait au Liban, avant son déclenchement, on parlait de cette bataille de Kalamoun et on en parle encore plus aujourd'hui pour le camp des pro-Hariri, le camp du 14 mars pro-occidental. On se sert de cette bataille pour de nouveau pointer un doigt accusateur en direction du Hezbollah qui attire les djihadistes aux portes du Liban et qui évidemment met en danger la sécurité du Liban, expose l'armée libanaise et du côté du Hezbollah, c'est le discours inverse. On dit tout simplement que cette bataille du Kalamoun, elle sert justement à défendre la frontière libanaise, à défendre les villages libanais. Évidemment, le Hezbollah s'en sert pour redorer son blason au Liban parce que, évidemment, depuis qu'il est engagé militairement en Syrie, on ne le regarde plus de la même façon que lors de l'époque où il était engagé dans une guerre contre Israël. Merci beaucoup, Maxime Perez, pour ce décryptage. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. En attendant, je vous propose de regarder ces images, un exercice militaire
militaire commun entre soldats américains et géorgiens. 600 soldats américains et géorgiens qui ont pris part dimanche à un exercice militaire commun. Son nom, Noble Partner. Ça s'est déroulé près de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Et puis un objectif, eh bien, il s'agissait de contribuer à une force de réponse de l'OTAN. Voilà, on va se quitter sur ces images. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Défense. En attendant, voici la suite de vos programmes. C'est sur i24 News.